Bienvenue sur Citoyenne, Citoyen Lambda, où nous allons vous proposer des idées et des solutions aux défis que rencontre notre pays. Premier principe proposé, la démocratie directe digitale. Caste politique centré sur le pouvoir et ses privilèges, décisions politiques dictées par les lobbying et corporatistes, mauvaise gestion des fonds publics, montée des votes extrémistes. La démocratie représentative semble ne plus répondre aux attentes des citoyens et citoyennes. Notre proposition, remplacer la démocratie représentative par la démocratie directe digitale. Une démocratie transparente qui rendra le pouvoir aux citoyennes et citoyens sans calcul politique ni interférence de la part des lobbying et corporatistes. Tout d'abord, un peu d'histoire. Le mot démocratie est issu des mots grecs démos, le peuple, et kratos, puissant. Une démocratie, c'est donc un pays dont le peuple est puissant, c'est-à-dire un peuple qui a un pouvoir, le pouvoir de gérer son destin et celui de son pays. Nous verrons qu'aujourd'hui, nous ne vivons pas dans une démocratie directe, nous vivons dans une démocratie représentative. En votant, les citoyens donnent leur pouvoir à des représentants politiques qu'ils élisent. Ces représentants créent et votent les lois, gèrent le destin du pays à la place du citoyen. La première démocratie est apparue au 5e siècle avant Jésus-Christ, dans la Grèce antique, à Athènes, sous la forme d'une démocratie directe. Tous les citoyens d'Athènes proposaient et votaient les lois pour leur territoire. Il faudra attendre 1755, donc 23 siècles après la démocratie directe d'Athènes, pour trouver une démocratie digne de ce nom en Occident. Et c'est en Corse que naît cette démocratie de type représentative suite à l'indépendance de l'île vis-à-vis de la République de Gênes. En France, nous vivons depuis 1958 avec un modèle de démocratie représentative créé par le général de Gaulle sous la forme d'un régime présidentiel. Dans une démocratie représentative, rappelons-le, les citoyens cèdent leur pouvoir à des représentants politiques qui gèrent à leur place le destin du pays. Avec ce modèle, le citoyen est en quelque sorte déresponsabilisé de son implication dans la gestion politique de son pays au profit d'une classe politique qui est en partie élue. Notre démocratie représentative est soumise à un régime présidentiel, c'est-à-dire que le pouvoir est relativement concentré aux mains du président, élu au suffrage universel directement par les citoyens. Ce président nomme un gouvernement, Premier ministre et ministres, avec comme contre-pouvoir le Parlement, dont une assemblée de députés élus par les citoyens. Il existe un troisième pouvoir, indépendant, c'est la justice. Alors, plus de 60 ans après sa mise en place, qu'en est-il de cette démocratie représentative avec son régime présidentiel ? La démocratie représentative a créé au fil des années une classe politique professionnalisée. Une classe politique qui est aujourd'hui comparée à une caste évoluant uniquement dans l'entre-soi. Cette caste semble fonctionner comme une nomenclatura qui se distribue, place et placard doré sans intervention possible des citoyens. Au final, une sorte d'oligarchie, à l'éthique parfois douteuse, plus centrée sur la conquête et l'abus de pouvoir et de ses privilèges que sur la résolution des problèmes des citoyens. Par ailleurs, cette classe politique gouverne en lien étroit avec ce qui est appelé le monde économique et les corporatismes. Concernant le monde économique, il s'agit principalement de grands groupes français et internationaux qui, forts de leur poids économique, font pression sur les politiques pour que ces derniers ne votent pas de lois qui leur sont défavorables, même si ces lois seraient favorables pour la majorité des citoyens et citoyennes. Exemple, depuis 20 ans, la pollution automobile est au cœur des enjeux écologiques. Les politiques n'ont agi que très progressivement malgré l'urgence de la situation. Pour quelle raison ? Pendant des années, les constructeurs automobiles et les producteurs d'énergie fossile ont fait pression sur les gouvernements successifs pour contrer toute remise en question de leur modèle économique qui leur permettait de distribuer de généreux dividendes. Pour conclure cet exemple, rappelons que la première voiture électrique
date de 1832. Par ailleurs, les politiques sont proches généralement des syndicats et fédérations, des corporatismes qui défendent des métiers, des traditions et qui vont faire pression sur les politiques pour qu'ils préservent leurs intérêts. L'exemple le plus frappant a été la défense par le président de la République des intérêts des chasseurs, alors que plus de 80% des Français rejettent leurs pratiques. Ces exemples montrent bien que la démocratie représentative, c'est hélas trop souvent une démocratie pour des minorités qui imposent leur vision à une majorité. La démocratie représentative repose aussi trop souvent sur une vision clientélisme de la politique. Pour gagner des voix, la caste politique n'a pas peur de préserver ou amplifier des privilèges d'une typologie de population afin de s'assurer de son soutien lors d'élections. Mais l'effet le plus pervers de ce clientélisme est le manque de courage des politiques au pouvoir qui, pour ne pas heurter une catégorie de la population, prennent des demi-mesures ou bien évitent de faire face aux problèmes. Du coup, le citoyen est tenté de croire que les hommes et les femmes politiques modérés sont des lâches et que seuls les extrémistes, dictateurs en puissance, sont courageux. C'est bien là un des risques majeurs que doivent affronter de nombreuses démocraties représentatives, tout particulièrement en France. Qu'en est-il du régime présidentiel ? Ce régime repose sur une forte personnalisation du pouvoir en une seule personne, le président ou la présidente. Une femme ou un homme providentiel qui, détenant une sorte de pouvoir suprême, semble vivre hors sol dans sa tour d'ivoire, le palais de l'Élysée, fastueux et craint, digne d'un roi. Pourtant, une démocratie n'est pas faite pour transformer un homme ou une femme en roi ou reine. Elle est faite pour faire progresser tout un peuple. Le citoyen et la citoyenne n'ont pas toujours été perdants avec la démocratie représentative. Pendant des années, en contrepartie de la cession de leur pouvoir, de leur déresponsabilisation politique, les citoyens et citoyennes ont eu une compensation, un nouveau pouvoir, le pouvoir d'achat, un pouvoir de consommation. C'est ainsi qu'après la Seconde Guerre mondiale, nous sommes entrés dans la fameuse société de consommation. Le citoyen, désormais individualiste, est égocentré sur son confort personnel et sa capacité à consommer. Du citoyen, il devient consommateur, voire aujourd'hui, pour une grande majorité, surconsommateur, avec les impacts désastreux que l'on connaît sur notre environnement et notre économie. Mais les crises financières à répétition, le démantèlement de notre tissu industriel et l'appauvrissement de notre agriculture par une mondialisation ont progressivement cassé la formule magique de la consommation pour beaucoup de nos citoyennes et citoyens. Notre démocratie représentative souffre d'une grande maladie, les fausses promesses de campagne. Une fois élu et confortablement installé pour plusieurs années, le politique n'a pas peur de trahir ses engagements de campagne. Il compte sur l'oubli de ses fausses promesses par ses électrices et électeurs et sur les faiblesses de ses concurrents pour poursuivre son chemin. Autre grande maladie de la démocratie représentative, le vote par les citoyennes et citoyens pour le moins pire des candidats politiques. Souvent, au second tour des élections, les citoyennes et citoyens français se trouvent désormais piégés face à un candidat ou candidate modéré et un candidat ou candidate extrémiste. Face à ce non-choix, les citoyennes et citoyens votent pour le moins pire pour la démocratie, c'est-à-dire le candidat modéré. Un vote qui aura toujours le goût amer du piège. Avons-nous vraiment créé la démocratie pour choisir le moins pire pour notre destin ? A priori, la démocratie est plutôt faite pour choisir le meilleur pour nous tous. Comme le montrent les niveaux d'abstention à certaines élections, les mouvements contestataires comme celui des Gilets jaunes, les citoyennes et citoyens, déçus par les fausses promesses, par une gestion clientéliste des fonds publics et frustrés par l'arrogance de cette caste politique, sont pour une part croissante dans le rejet et la défiance des politiques, avec à la clé l'essor des votes extrémistes. Comment éviter que cette défiance ne mette en péril le principe même de la démocratie ?
Déresponsabilisés par la démocratie représentative, la citoyenne et le citoyen ne doivent-ils pas apprendre à se responsabiliser de nouveau pour reprendre leur pouvoir en main et se sentir acteurs de leur destin et celui de leur pays? Citons Jean-Jacques Rousseau à propos de la démocratie. La souveraineté ne peut être représentée, par la même raison qu'elle ne peut être aliénée. Ici, souveraineté signifie liberté pour chaque citoyen et chaque citoyenne de décider de son destin, de ses choix de vie, sans en passer par un représentant politique. Pour le philosophe, la citoyenne et le citoyen doivent être au cœur de la démocratie qui leur garantit leur pouvoir de décision, leur liberté d'agir directement sur leur destin et sur celui de leur pays. C'est le sens de la démocratie directe, qui permettrait aux citoyennes et aux citoyens, d'une part, de s'investir pleinement dans la vie politique de la cité, de son pays, en adoptant une attitude responsable, éthique et collective, et d'autre part, de ne plus être soumis à une caste politique arrogante, autocentrée, aux décisions biaisées. Car avec la démocratie directe, c'est bien la majorité des citoyennes et des citoyens qui aura le dernier mot, sans aucune influence de groupes de pression ni de corporatisme bloquant toute décision bénéfique pour la majorité d'entre nous. Alors, vous me direz, la démocratie directe existe déjà quelque part, avec le référendum. Pas vraiment. Les référendums en France ne naissent pas de l'initiative citoyenne, mais du pouvoir en place, essentiellement de la présidence de la République, qui veut en faire un outil de plébiscite politique pour elle. Ces référendums se font d'ailleurs rares, car la caste politique ne souhaite pas se dessaisir de ses prérogatives. Cela pourrait trahir son incapacité à prendre des décisions courageuses. On vous rappelle que le dernier référendum national réalisé en 2005 en France sur la Constitution européenne est d'ailleurs un échec. Échec pour le président en place avec un vote majoritaire négatif, mais aussi un échec terrible pour les citoyennes et citoyens, puisque la Constitution européenne, rejetée majoritairement par eux, sera quand même appliquée. Les pouvoirs européens affichant sans complexe leur déni de démocratie. Si on souhaite éviter toute nouvelle révolution douloureuse pour changer notre modèle de démocratie, le référendum actuel est bien le seul moyen de réviser la Constitution en faveur d'une démocratie directe. Sommes-nous alors piégés, sans possibilité de changer par nous-mêmes les règles? Comment exiger de nos représentants politiques qu'ils se dessaisissent de leur pouvoir en notre faveur? En l'état actuel du système, hors nouvelle révolution douloureuse, seule l'élection présidentielle peut permettre de changer notre démocratie avec une candidate ou un candidat, espérons modéré, qui s'engagera via l'application de l'article 89 de la Constitution à mobiliser le vote populaire pour créer cette démocratie directe. Pour une fois, depuis plus de 60 ans, cette présidente ou ce président de la République sera réellement providentiel pour notre avenir. Car il nous libérera enfin de cette démocratie de façade, inefficace et qui nourrit la défiance. Alors revenons à cette démocratie directe. Elle reposera donc sur le vote direct des citoyens à propos des grands sujets de notre société et sans les risques de déformation par les biais insidieux des jeux politiques, des corporatismes et des lobbies. Pour chaque vote, les citoyennes et citoyens seraient préalablement informés par des débats politiques divers et opposés afin de mieux appréhender les conséquences de leur vote. Les sujets clés concerneront tous les pans de notre société civile, de la santé à la sécurité, en passant par l'éducation et l'écologie. On pourrait même envisager un agenda politique des citoyennes et citoyens avec un vote mensuel. Les idées envisagées pourraient être proposées via le principe d'initiative populaire si elles atteignent un nombre minimum de signatures de 200 000 citoyennes et citoyens. Les votes pourraient s'effectuer avec des questionnaires à choix multiples afin d'éviter les pièges des discours simplistes à seulement 2 solutions. Les propositions comprendraient systématiquement un volet financier pour s'assurer que toute mesure proposée prévoit sa source de financement. Le fonctionnement de cette démocratie directe
reposerait toujours sur des représentants politiques au niveau de l'État, des régions, des départements et des communes. Ils seraient tous obligatoirement élus au suffrage universel direct. Mais ils seraient désormais en nombre limité, avec des coûts de fonctionnement fortement abaissés, à l'image de certains pays d'Europe du Nord et de la Suisse. Les pouvoirs de ces représentants politiques seraient limités à l'organisation des débats, le contrôle des votes, la concrétisation des actions décidées par les votes et la gestion opérationnelle, financière et administrative de leur périmètre. Les citoyennes et citoyens devraient pouvoir aussi choisir les responsables des grands corps de l'État pour éviter copinage et entre-soi qui sont contraires à la démocratie. Habitués à la figure présidentielle, il nous semblerait difficile d'avoir un pays sans tête. Mais du président au pouvoir de représentation quasi divinatoire, nous pourrions créer un conseil présidentiel composé de 7 personnalités avec une présidence tournante chaque année. Les membres de ce conseil présidentiel, au profil de sages, seraient élus au suffrage universel direct tous les 4 ans. A priori, avec plus de 45 millions de votants en France, cette démocratie directe peut paraître très difficile à mettre en œuvre. C'est sans compter sur la révolution digitale, qui a déjà bousculé un certain nombre de nos modes d'information et de décision. Les outils digitaux pourraient nous permettre de gérer les votes à distance de manière sécurisée, via une application mobile qui contrôlerait l'empreinte digitale et le visage de la votante ou du votant, à l'image des contrôles automatisés dans les aéroports. Pour les réfractaires aux nouvelles technologies, des mairies pourraient mettre en place un espace digital pour les votes. Via leur application de vote, les 45 millions de votants en France recevront pour chaque vote documentation et vidéo pour connaître l'avis des différents partis politiques. Nous voici donc entrés dans l'ère de la démocratie directe et digitale. Certains diront que cette démocratie exigerait des compétences qui ne sont pas forcément à la portée de tous et de toutes. Cet argument trahit une forme d'arrogance et de peur de la part de la caste politique qui ne souhaite pas trop éduquer ses citoyens et citoyennes pour éviter de les voir trop impliqués dans leurs affaires. Car rappelons-le, l'éducation à n'importe quelle étape de la vie est la clé d'une citoyenneté responsable. On peut se dire aussi que cette démocratie directe exigerait beaucoup de temps aux citoyens et citoyennes qui devront se former, s'informer pour se faire une opinion à chaque vote. Déjà, le principe est de solliciter le vote citoyen une fois par mois avec en amont un travail d'information de quelques heures. On ne va pas convertir l'ensemble des citoyens et citoyennes en professionnels de la vie politique. Cette démocratie directe doit faire comprendre aux citoyennes et aux citoyens l'effort qu'exige la responsabilité du pouvoir pour décider de son destin et de celui de son pays. Elle devrait permettre de faire grandir en chacun d'entre nous sa part de citoyenneté, son implication dans le bien-être collectif. Nous pourrions même être plus autocritiques quant à nos comportements parfois peu citoyens, comme le montre par exemple notre frénésie de surconsommation dans cette ère mondialiste. La Suisse vit sous le régime de la démocratie semi-directe. Les Suisses votent entre 4 à 5 fois par an et il n'y a pas de caste politique puisque les politiciens et politiciennes suisses sont peu rémunérés. Ils doivent donc garder un travail privé à temps partiel, leur garantissant un lien avec la réalité de leur pays. Il en résulte une forte rotation des politiques au pouvoir pour éviter la mise en place de liens suspects avec les groupes de pression et les corporatismes. Il en résulte aussi que la Suisse est le pays dont le coût de fonctionnement des politiques par citoyens et citoyennes est l'un des plus bas des pays développés. Aussi, la Suisse a une dette publique limitée à 41% de son PIB contre plus de 100% en France. Il n'y a pas de mauvaise gestion de l'argent public en Suisse, car il n'y a pas de caste politique qui joue avec l'argent public afin de rester au pouvoir et user de ses privilèges. Quelle est la différence entre la démocratie participative et la démocratie directe ? La démocratie participative est une formule inventée par les politiques pour réduire la démocratie directe des citoyens aux seuls enjeux locaux.
C'est une manière particulièrement arrogante de dire que les citoyens ne sont aptes à décider que pour des sujets liés à la gestion de leur ville, de leur quartier, et qu'ils ne doivent pas intervenir sur des décisions de niveau régional ou national. La démocratie de la minorité doit laisser la place à la démocratie de la majorité. Avec la démocratie directe digitale, la majorité des citoyennes et des citoyens l'emportera toujours avec un sentiment d'équité politique sans précédent dans notre ère moderne.